Oh bonjour. Vous êtes perdu? Vous exploriez YouTube avant de tomber sur une vidéo à 5 vues qui, soit par ennui, soit par curiosité, vous a intrigué? Est-ce que vous êtes certain de n'avoir rien de mieux à faire que de me confier votre temps? Eh bien, pour ce cas, je dois bien avoir quelque chose pour vous. Oh, j'ai trouvé. Que diriez-vous d'une relique du jeu vidéo? Une œuvre complètement oubliée, qui aura eu pourtant un impact non négligeable dans l'industrie. Que diriez-vous de... Rayman contre les lapins crétins? Nous sommes en l'an de grâce 2006, l'aube d'une nouvelle génération de consoles qui va suivre l'une marquée par des légendes du début 2000 et fin 90. Parmi les différents noms qui auront marqué l'époque, se trouve un qui porte de grands espoirs, Rayman. C'est une licence qui est développée par Ubisoft. Alors, je sais qu'aujourd'hui prononcer ce mot fait grincer les dents, mais on parle d'un Ubisoft d'il y a 20 ans. Alors, je vous en conjure, ne pensez pas trop aux affaires d'il y a 10 ans ou même plus récentes concernant le studio. Licence développée par Ubisoft donc, deux jeux de plateforme composés principalement de Rayman 1, Rayman 2 et Rayman 3 à ce moment-là, et qui ont tous connu un assez grand succès. Le premier opus ayant été à l'origine du début d'une réussite assez importante pour le studio, et les deux suivants étant acclamés comme certains des meilleurs jeux de plateforme 3D de l'histoire. Alors imaginez la réaction des fans, quand en mai 2006, un teaser de Rayman 4 sort annonçant l'existence de ce dernier et son développement. Avant de continuer, il faut que je vous montre un deuxième trailer, qui aura été sorti entre temps, et qui lui présente un peu de gameplay et du concret. Et vous comprendrez du coup un peu mieux après pourquoi je fais tout ce contexte. Bon, outre le fait que visiblement les Golf Girls de l'époque ressemblaient à des méchants de Ninjago, quelle particularité ce trailer possède-t-il? La réponse est assez simple, c'est que ce que vous venez de voir est devenu Rayman contre les lapins crétins. Le petit problème, c'est que Rayman contre les lapins crétins est un party game et qu'il est sorti 6 mois plus tard, le 14 novembre 2006 sur Wii. Ce qui ne colle pas vraiment à ce que vous venez de voir, n'est-ce pas? Et donc, il n'y a pas vraiment besoin d'être un développeur pour savoir que changer complètement le concept même de ton jeu au cours de route, c'est un signe assez peu rassurant, qui a dû impliquer beaucoup de problèmes. Et si vous vous posez la question, le projet Rayman 4 n'aura jamais vu le jour. Mais, en fin 2022, il y a eu un leak sur internet du prototype de ce dernier. En d'autres termes, on a accès à ce qui est présent dans le trailer aujourd'hui, et je vais pas trop m'attarder sur le sujet, mais si vous êtes intéressé, il y a eu pas mal de chaînes qui se sont penchées dessus, du genre Maidagoof ou Framewriter. Maintenant, posons-nous la question du pourquoi Ubisoft a fait ça. Pourquoi Ubisoft a tout changé en cours de développement? Parce que Rayman 4 était très attendu, il y avait vraiment une grande communauté qui était hype par le jeu, et ça se sentait. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais réaliser un virage à 180 degrés au milieu du développement de ton jeu, bah il faut véritablement que ça en vaille la peine. Donc je vais exposer mon avis sur la question. Ce n'est pas confirmé, j'ai pas vu des gens forcément en parler, mais c'est le scénario le plus plausible à mes yeux. Le jeu était conçu pour faire office de titre de lancement de la nouvelle console de Nintendo, à savoir la Wii, qui est vraiment excellentissime au passage. Et qui est assez particulière, surtout pour l'époque. Elle était adressée à un public familial, aux gens qui y jouent vraiment de manière occasionnelle, en leur proposant des jeux auxquels ils pourraient jouer de temps en temps, c'est une fois comme ça, genre Wii Sport, avec le concept du Wii Motion. Donc pour ceux qui n'auraient jamais eu une Wii, c'est basiquement pouvoir jouer à certains jeux en utilisant des mouvements de manette uniques de la Wii, qui est la Wiimote. Qui a une forme très différente de tout ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent,
et qui permet de faire tout un tas de choses qu'on ne pouvait pas faire. Et Rayman 4 était conçu pour être un peu plus familial déjà, avant même de devenir un party game. Le trailer de tout à l'heure va dans ce sens. On voit une famille y jouer et on voit les différents membres de cette famille alterner les personnages. Mais même s'il y avait l'air d'avoir des mécaniques basées sur le Wii Motion, ça ne semblait pas être le cœur du jeu, ça semblait pas être l'objectif de ce jeu, de se pencher sur ce Wii Motion. Du moins, c'est ce que les interviews de l'époque avec Michel Ancel, le papa de Rayman, semblaient indiquer. Je pense que c'est là que l'idée d'un party game elle est venue, parce que c'est un jeu familial parfait. C'est-à-dire, à part quelques exceptions près, il n'y a pas vraiment de communauté de gamers hardcore sur les Mario Party par exemple. Oui, je sais qu'il y a sûrement des speedruns et qu'il y a sûrement des strats énervés, mais c'est pas forcément ce qui fait le plus parler et ce qui semble le plus intéresser les gens. Et personnellement, comme j'ai principalement joué au jeu dans mon enfance une fois tous les jamais avec mon daron, l'objectif des devs il était bel et bien atteint. Et puis, l'avantage d'un party game, c'est que c'est juste une collection de mini-jeux dont les mécaniques sont profondément indépendantes. Tu peux concevoir un peu tout ce que tu veux, il n'y aura pas besoin de réaliser une cohérence dans le scénario ou simplement dans le gameplay entre les différents mini-jeux, donc vouloir par exemple mettre en scène Rayman qui est en train de faire tournoyer une vache au-dessus de sa tête dans un cimetière grâce à ta Wiimote, eh ben c'est tout à fait réalisable. Il n'y aura pas besoin de le justifier dans le lore, il n'y aura pas besoin de justification quelle qu'elle soit. Pour le moment j'ai fait beaucoup de théories, mais j'ai pas vraiment montré le jeu. Donc on va faire ça en gardant en tête un truc important. On est en 2006, jouer aux jeux vidéo c'est encore assez mal vu, et ce jeu-là est censé être destiné à un public qui ne joue pas aux jeux vidéo. On va donc imaginer là actuellement qu'on est une famille qui a l'envie d'y jouer. Donc après avoir vu un logo d'Ubisoft joli pour l'époque, skip une vidéo de l'UNICEF qui essaye de nous faire croire que les enfants ont des droits et ne sont pas diaboliques, on arrive sur le menu. Et, étant un père de famille qui veut faire plaisir à mes gamins, j'ai juste envie de jouer à des mini-jeux au pif en multi via le mode score pour passer un bon dim. Attends, quoi ? Ça paraît normal de prime abord, de vouloir mettre un mode libre derrière le mode histoire. Mais, je rappelle que nous sommes en train de parler d'un jeu, dont l'objectif est d'être lancé un dimanche sur deux. Et donc d'être joué par des gens qui n'allument jamais leur console. On parle de normies. Devoir finir un mode histoire solo pour pouvoir faire ça, ça n'a aucun sens et c'est profondément désagréable. Et si vous vous posez la question, pour débloquer les 75 mini-jeux disponibles, il faut faire tout le mode histoire, soit 5h30 dans mon cas, c'est à peu près la moyenne, en sachant que j'ai un niveau relativement décent et que j'ai pas spécialement galéré. 5h30 pour un hit dans mon genre, c'est que dalle. Pour un temps passé sur un jeu vidéo, qu'on se l'entende. Mais pour des normies, c'est absurde. Et si vous ne me croyez pas sur la question, qui est que le mode histoire obligatoire est débile, imaginez que vous invitez des potes et que vous lancez le jeu pour la première fois. Tout ça pour faire face à cet écran comme des cons. Vous auriez le somme, non ? Et pourtant, un mode histoire solo, c'est pas mauvais pour un party game. Tu peux le donner de manière à permettre à des gens de s'amuser tout seuls, s'ils n'ont pas d'amis, ou juste permettre à des enfants de faire des trucs tranquillement dans leur coin. Mais de manière obligatoire, je vois pas l'intérêt, d'autant que, en plus, il y a eu Mario Party DS qui faisait la même chose. Dieu merci, les Mario Party plus récents ne font plus ça. Alors, je me plains de ce mode histoire, mais regardons-le de plus près. Quel est le scénario du jeu ? Pour parler du lore, les lapins crétins seraient des êtres idiots mais de base gentils, qui auraient souffert d'abus de leur stupidité par d'autres êtres de la vallée des rêves, qui est un endroit basiquement où se déroulent tous les jeux Rayman. Et ça les aurait rendus assez énervés. Le jeu commence donc avec Rayman et des bébés Globox. Apparemment c'est des enfants d'un pote de Rayman, on sait pas trop d'où ils viennent, c'est pas expliqué donc c'est pas important. Et alors qu'ils profitent tous ensemble d'un pique-nique, t'as des lapins qui arrivent comme ça, accompagnés d'une espèce de gorille à tête de robot, qui chope les gosses et qui chope Rayman afin de le balancer dans une arène. De là, Rayman sera acheté dans une arène où il devra vaincre des mini-jeux chaque jour, afin de gagner une ventouse à la fin des journées, ce qui va lui permettre de créer une échelle et s'échapper. Voilà grosso modo le scénar. Pas exceptionnel, mais pas non plus mauvais, c'est
ça fait l'affaire par rapport à ce que c'est, à savoir un mode histoire de party game. Bon, maintenant, le gameplay. Chaque jour, Rayman va faire face à 4 mini-jeux. Une fois qu'il en aura réussi 3 d'entre eux, il pourra participer au dernier mini-jeu qui est considéré comme l'espèce de boss de la journée et qui sera soit un mini-jeu de rail shooter, soit un mini-jeu de course. Mais je reviendrai sur eux plus tard. Le concept du mode histoire, il est vraiment hyper basique. C'est surtout une excuse pour justifier le fait de se taper tous les mini-jeux. Mais il y a quand même 2-3 détails sympas, du genre l'évolution du traitement de Rayman, qui, au premier jour, est hué par tous les lapins, avant qu'il ne s'en lasse, pour enfin devenir fan de lui. Pareil, Sergei, le gros lapin, qui balançait Rayman dans l'arène au début, se met à le traiter avec respect, et se comporte comme son garde du corps, allant même à la fin jusqu'à organiser une réception de lapins qui chantent en tenant des cadeaux dans leurs mains, avec un tapis rouge en plus. Et puis juste la chambre de Rayman, qui au début est celle d'une cellule dégueulasse, devient de plus en plus salubre. C'est des détails, hein, et je pense que beaucoup de gens n'en avaient rien à faire, mais je trouve que c'est un détail qui est très agréable à voir. Maintenant, je dois faire une petite confession. Avant de rejouer, je pensais que j'allais descendre masse mini-jeux qui, dans mes souvenirs, me semblaient véritablement infâmes. Ce qui au final n'est pas le cas. À une exception près. Les lapins crétins aiment le jus de carotte. Alors, c'est pour ça que j'ai spécifiquement choisi la version Wii, et pas la version PC, pas la version PS2. Mais la version Wii possède ce mini-jeu, et le fonctionnement du mini-jeu est infâme. Il est horrible, il est ignoble. Bon, je vais commencer par vous poser une question. Si vous deviez réaliser un mini-jeu où vous devez tirer du jus de carotte dans le masque d'un lapin crétin. Oui, le concept paraît profondément absurde et ridicule, mais faites un minimum d'effort et imaginez. Quel bouton de la Wiimote vous utiliseriez en sachant qu'elle a l'apparence suivante? Vous utiliseriez le bouton A, le bouton B, le bouton Z du nunchuck, ou vous masturberiez le nunchuck jusqu'à pouvoir propulser le jet. Bon, je pense que je ne vais pas faire durer un suspense qui est inexistant parce que bien évidemment que je suis un gamin et que la bonne réponse c'est la blague de sexe. Sauf que la chute de la blague, c'est que ce n'en est pas une. Regardez le lapin. Et je suis désolé, mais quand tu fais ça dans la vraie vie, c'est l'impression que ça donne. Alors, pourquoi c'est un problème? Pourquoi le mini-jeu est mauvais? Il faut savoir que le Wiimotion, c'est pas forcément l'outil le plus précis du monde. Si vous n'avez jamais utilisé de Wiimote, il faut savoir qu'on utilise très souvent une barre sensorielle qu'on va placer la plupart du temps sur notre télé. L'intérêt de cette barre, c'est qu'elle va pouvoir mieux capter les mouvements de la Wiimote et du coup mieux les retranscrire à la Wii. Ça fait du coup qu'on peut avoir un curseur un peu plus précis lorsqu'on manie la Wiimote, vu que elle a des mouvements un peu archaïques sinon. Ça marche relativement bien de manière générale pour ce que c'est, mais ce n'est pas le truc le plus précis du monde. Ça va être important. Et il y a 3 problèmes avec ça. Le premier problème, c'est qu'il y a une notion de puissance de jet. Plus tu secoues ton nunchuck fort, plus le jet partira loin. Et je vous jure que si vous tirez avec la même puissance que ce lapin, le jet ira à cette distance. Pour que le jet aille bien droit et loin, il faut y aller comme un malade. Et quand je dis comme un malade, quand j'ai terminé ce mini-jeu, j'avais mal au bras, j'ai eu besoin de faire une pause de 2 heures. Et c'est pas une blague. C'est vraiment un enfer. Ensuite, il faut maintenir le jet. Il faut maintenir le jet dans la tête d'un lapin crétin de manière à remplir le masque. Pendant une durée de 1 ou 2 secondes à peu près. Et on dirait pas, mais ça, combiné au fait de devoir secouer très fort le nunchuck, ça fait que comme le nunchuck il est relié avec un fil à la Wiimote, ça la fait légèrement bouger, légèrement trembler. Donc, en jeu, basiquement, ça donne ça. Et c'est définitivement le pire mini-jeu
présent dans Rayman contre les lapins crétins et c'est vraiment juste de la merde. Vraiment, c'est mal fait. Et si j'avais eu 1 centime à chaque fois qu'un mini-jeu basé sur un concept de carotte, sorti sur une console Nintendo, m'avait profondément marqué négativement et bloqué pendant des années, j'aurais à ce jour 2 centimes. Ce qui, je vous l'accorde, n'est pas beaucoup. Mais c'est quand même assez étrange qu'un événement aussi spécifique ait eu lieu 2 fois. Bon, maintenant que je peux passer pour un JDG bootleg, laissez-moi vous surprendre avec des mini-jeux qui sont bons et ou drôles. Tels que un mini-jeu où un lapin bouffe ce que tu lui dessines avec, dans le tas, des parpaings, des haricots, des saucisses, des balles de baseball ou des boîtes de sardines entières, des Superman Hits dans des mines pour ensuite les récupérer sur la piste d'atterrissage, du 1, 2, 3 soleil avec Sergei, du foot où tu frappes l'arbitre qui est un lapin blessé, danser avec des lapins sur des remixes chantés par des lapins crétins de musique des années 2000, genre Good Time, Girls Just Wanna Have Fun, ou La Bamba, qui est toujours assez fun pour être honnête, amener le plus vite possible une bombe à un lapin convalescent, ou une chorale de lapins chantant Hot to Joy de Beethoven, et où tu dois trouver le lapin qui chante faux pour les gifler. Apparemment, ce serait une ref au choriste, un film français que je n'ai pas vu. Et pour revenir sur 2-3 d'entre eux, il y a vraiment eu des idées qui rendaient très bien. Les courses de cochons sont marrantes avec des contrôles un peu bancaux, mais malgré tout agréables. Bien que les cochons sont des savonnettes. Mais je pense que le truc à retenir, niveau des moments les plus cool du jeu, c'est les rail shooters. Bon, les rail shooters, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un vieux style de jeu qui consiste à tirer sur une série de cibles qui apparaissent à l'écran, sans pouvoir contrôler la caméra. Ce qui fait qu'il a été remplacé par les FPS. Et depuis la naissance de ces derniers, les jeux rail shooters, c'est devenu assez rare, malgré une résurgence sur Wii. Et Rayman contre les lapins crétins fait partie des jeux qui y ont contribué. Les séquences de rail shooter sont toujours conçues de la manière suivante. Les lapins crétins gardent un bébé Glowbox dans une cage et Rayman doit aller le délivrer en affrontant des lapins sur la route, avec un pistolet à ventouse, avec des contrôles qui sont, foi, assez agréables, contrairement à la carotte. Je veux dire, tu utilises B pour tirer, tu utilises des coups de nunchuck pour pouvoir recharger, ça a déjà plus de sens et c'est plus agréable en main. C'est d'ailleurs probablement des mini-jeux basés sur des séquences de ce qui aurait dû être Rayman 4, au vu des contrôles et des corps présents dans les différents niveaux, qui sont tous vraiment très cool, avec du Far West, une plage tropicale, un plateau de tournage, une mine, ou encore un cimetière. Mais si avec ça, je vous parlerai pas forcément de ce jeu-là, car des mini-jeux fun lapin crétin, il y en a eu pas mal dans les autres opus de la licence Rayman contre les lapins crétins. Oui, il y a eu des suites. Par contre, le premier, il comporte des éléments qui le démarquent du reste. Surtout quand tu considères le fait que c'est un jeu Peggy 3. Parce qu'il y a une quantité de choses assez étranges dans le meilleur des cas. Rien que la cruauté des lapins, elle est vraiment assez violente, car j'avais mentionné des jeux où ils faisaient du mal à un lapin couvert de bandages, mais il y en a plus qui utilisent des concepts de ce genre, comme cogner ce lapin blessé avec un marteau de manière à lui créer la bosse la plus grande possible. Attacher un lapin à une roue et lui jeter des ventouses comme si c'était des couteaux. Je précise que pour les lapins, c'est considéré comme des armes, au vu des mini-jeux rail shooter. Un mini-jeu où tu dois ramener un cochon auprès de sa maman et où il sera cramé vif par le moindre lapin qui te chope. Un autre où tu dois littéralement guider un lapin vers des pièges afin de lui faire le plus de mal possible jusqu'à ce qu'il se prenne un poids de 5000 tonnes. Et c'est que quelques exemples, mais les lapins ils étaient quand même assez énervés. Ce qui me déplaît pas, mais c'est très surprenant de voir ça dans un jeu familial, surtout pour l'époque. Puis il y a juste des concepts ou des esthétiques qui sont bizarres, comme un labyrinthe à billes dans le cerveau d'un lapin, ou le design des robots industriels assez classe, des rail shooters, qu'on ne reverra d'ailleurs jamais malheureusement. Un mini-jeu où tu joues avec le cerveau d'un lapin pour lui faire réaliser des actions. Sergei tout simplement qui me terrifiait en étant enfant, ou encore l'infâme les lapins ne vont pas chez le dentiste, qui consiste... Je vais juste vous laisser juger par vous-même.
Mes condoléances pour votre appétit. Mais plus sérieusement, est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce qui dérange ici? Genre, même aujourd'hui, je suis pas serein en jouant à ce mini-jeu. Rien que la gueule des vers, elle est horrible. Et encore une fois, c'est un jeu Peggy 3 qui comporte des vidéos de l'UNICEF jouées à chaque fois que tu le lances. Donc, c'est quand même assez particulier d'y trouver des trucs de ce genre. Et pas que ce soit négatif, hein. C'est juste que je pense que ça mérite qu'on s'y penche. Ça le rend unique. Pour finir sur la question des mini-jeux bizarres, j'aimerais parler de quelques rail shooters qui ont une ambiance marquante. D'abord, et c'est assez évident, les rail shooters qui ont lieu dans un cimetière. Le premier en particulier a une atmosphère vraiment spéciale, avec la musique et notamment avec ce lapin qui me foutait les glandes petits, Pink. C'était censé être une parodie de Terminator dans Rayman 4, qui revenait régulièrement avec son pelage qui disparaissait au fur et à mesure, jusqu'à avoir une apparence plus robotique. Ce sera d'ailleurs la seule apparence qu'il aura dans le résultat final. Et ce dernier va observer Rayman pendant tout le niveau, en restant loin de lui, le stalkant jusqu'à un affrontement final. C'est vraiment sympa car il paraît un peu menaçant, et j'ai pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi un cimetière peut impressionner un enfant. Mais parlons maintenant du tout dernier niveau de la campagne, le dernier rail shooter, et qui est probablement le truc qui m'a le plus fait me poser de questions lorsque j'y ai rejoué. Les lapins n'ont pas peur du noir. Ce niveau a lieu dans la base des lapins, donc l'arène. Et dès le début, l'ambiance change radicalement. Il y a les 4 saisons de Vivaldi qui se jouent dans les couloirs sombres et un peu délabrés, avec Pink en fond à nouveau, et tout le niveau est juste singulier. Des lapins robots, qui me faisaient peur à l'époque, dans des cuves qui s'animent au bout d'un moment. Des musiques en décalage complet de l'ambiance qu'on pourrait attendre du lieu, tout en ayant des silences assez inhabituels et pesants. Malgré la présence de lapins plus normaux et donc marrants, le niveau y met quand même une certaine pression, ce qui est cool je trouve. Ça lui donne une aura en plus. Tous les rail shooters avaient une ambiance sympa, celui-là a une ambiance un peu plus pesante, mais très agréable. Et ça nous mène à la fin du jeu, du mode histoire, qui s'achève sur Rayman qui sort de sa cellule tout en balançant le piaf qui se foutait de sa gueule dans les chiottes. Mais une fois qu'il a retrouvé le lieu du pique-nique, ce dernier il a eu une révélation. Les lapins crétins ils vont se venger, et ils vont forcer les bébés Globox à subir tout ce que lui il a vécu. Donc il décidera d'y retourner pour les sauver, sauf qu'il va se coincer dans un trou. Alors c'est bien joli tout ça, mais pourquoi est-ce que j'ai parlé de ce jeu? Parce que c'est pas spécialement un excellent jeu, c'est pas non plus un jeu horriblement mauvais, c'est pas un jeu récent, et il y a déjà beaucoup d'individus spécialisés dans le domaine des jeux rétro qui pourraient vous faire des remarques plus pertinentes que les miennes. Alors, pourquoi ce jeu? On dirait pas comme ça, mais il y a 2 licences qui ont vu leur destin être profondément marqué à sa sortie. D'abord, et c'est assez évident, les lapins crétins qui sont tout simplement nés avec ce jeu, et qui ont eu une ascension assez fulgurante en un temps record. Pas forcément pour les bonnes raisons, car, je le rappelle, ils sont surnommés les mignons du jeu vidéo. Ce qui est incorrect, vu que Moi Moche et Méchant est sorti après la naissance des lapins crétins, mais soit. C'est une réputation assez moche qu'ils se traînent, nos chers lapins. Et bien que sur beaucoup d'aspects je peux comprendre, je trouve qu'on a trop tendance à oublier qu'il y a eu de vrais bons jeux dans la licence. Rien que les lapins crétins, la grosse aventure, c'est un jeu cultissime que je vous invite à faire. Il est sur Wii et il est extrêmement fun avec un très bon humour. Oui, je parle toujours des lapins crétins. Et sinon, il y a les crossovers Mario plus les lapins crétins qui sont apparemment très bons eux aussi, auxquels je n'ai pas joué. Mais j'ai entendu beaucoup de bonnes critiques les concernant, donc je pense que je m'y pencherai un jour. Mais en dehors de ça, nous sommes d'accord sur le fait que la licence n'a pas apporté d'œuvres véritablement marquantes. On parle de Ubisoft en même temps, et j'ai beau avoir aimé le dessin animé, il est vraiment pas terrible à quelques épisodes près. Je tenais aussi à souligner l'évolution des lapins. Et d'ailleurs, l'une des raisons du pourquoi j'ai parlé de cet opus de Rayman contre les lapins crétins, qui est que c'est vraiment là qu'ils sont le plus spéciaux et cruels. Parce que à la base, lors du prototype de Rayman 4, les lapins étaient conçus pour être des créatures adorables mais maléfiques, ou au moins horribles, ce qui est réussi. Notion qui a vite disparu avec le deuxième jeu, Rayman contre les lapins encore plus crétins, où bien qu'ils tentent de prendre le contrôle de notre monde,
Il n'y a aucune des machines industrielles de guerre, toutes remplacées par des sous-marins jaunes volants. Pas de traces de Pink, pas de traces de Sergei, excepté sur la jaquette, et pas de traces de violence gratuite ou de cruauté. Et on en est à un stade où les lapins crétins ils sont devenus des aliens Mario, des protagonistes. Ils ont complètement perdu l'aspect menaçant et entre guillemets terrifiant, ou du moins perturbant, qu'ils avaient par le passé. Et c'est vraiment marrant comme changement de dépiction, quand en plus on considère le fait qu'il s'agissait probablement d'une référence au lapin de Kaer Banog. Aujourd'hui, on s'est bien éloigné de la violence des lapins, au point que leur accès de colère est disparu, ce qui était pourtant assez caractéristique, et ça fait du coup bizarre pour être honnête. Mais c'est pas le seul univers qui a été affecté sur le long terme par ce jeu. Et celui-là... Bon, Rayman, il est sur le déclin. Et c'est limite sombrer dans le déni aujourd'hui de dire ça, vu que le dernier jeu Rayman digne d'intérêt est sorti... La chute de Rayman, c'est un phénomène assez connu qui a débuté après la sortie de ce spin-off, qui aurait dû être son 4e jeu et probablement son meilleur. C'est tragique quand on y pense. Rien que les suites ont mis ça en avant avec le nom de Rayman qui diminue de plus en plus, jusqu'à totalement disparaître, et que Rayman se fasse bully au quotidien dans l'un d'entre eux, par 6 lapins. Il y a quand même eu 2 jeux Rayman vraiment excellents sortis après ce spin-off. Rayman Origins et Rayman Legends, des plateformes 2D vraiment hyper cool et frais. Et j'aime bien Mario, mais l'approche de Rayman sur le level design et le gameplay de manière générale est vraiment jouissif. Donc je vous invite encore une fois à y jouer, vous pourrez le trouver sur 1000 plateformes comme la PS4, la Xbox 360 ou la 3DS et j'en passe. Mais après, à part des jeux mobiles, bah plus rien. Et c'est vraiment une position très singulière que Rayman a atteint. Une licence, un personnage très apprécié et connu, complètement négligé par son studio, au point de voir une collaboration Ubisoft-Nintendo pourtant fantasmée par les fans de Rayman depuis des années, passer sous son nez. Je vais détester mes prochaines paroles en tant que fan de Rayman, mais c'est quand même intéressant comme situation de voir. Et croyez-le ou non, ça a mené à quelque chose cette situation, cette stagnation. À 2 événements pour être précis, qui ont tous les deux eu lieu il y a environ 1 an. Pour le premier, il faut qu'on se penche sur le 2e opus du crossover Mario plus les lapins crétins, Sparking Hope. Le jeu a eu un certain succès, et comme pour la plupart des autres œuvres du milieu, il y a eu des DLC, 3 pour être exact. Nous on va uniquement se pencher sur le 3e qui possède le scénario suivant. Lapin Peach et Lapin Mario, car oui les lapins cosplay l'univers Mario maintenant, se rendent sur un plateau télé à la suite d'une invitation envoyée par un lapin fantôme qui possède en lui un gramophone, et se prend pour un acteur, et c'est d'ailleurs un lapin parlant. Ce dernier les a invités pour son émission avec un autre individu qui, vous l'avez compris, est Rayman. L'annonce, elle a vraiment secoué les foules, même si c'est triste de voir que la première grosse apparition de Rayman en 10 ans se fait dans un DLC d'un jeu dédié aux personnages qui l'ont fait tomber en disgrâce, et dans lequel en plus il n'a pas interagi avec Mario. Le DLC il est vraiment trop cool. J'ai regardé des vidéos le montrant, et on sent que les devs ils étaient aux anges de pouvoir mettre Rayman en scène. C'est une ode au personnage avec plein de détails très sympas. Et le fait que la rivalité méta entre Rayman et les lapins soit exploitée, et ce rien qu'avec sa réaction en les voyant jusqu'à la scène où le fantôme performe une chanson qui vise à pointer du doigt la chute de Rayman avec de multiples références à son lore, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Ça c'était inattendu, mais c'était très bien reçu et c'était vraiment cohérent, cool. Par contre, il s'est passé un autre événement beaucoup plus étrange et très improbable qui nécessite qu'on parle d'une série Netflix du nom de Captain Laserhawk. C'est basiquement une espèce de cyberpunk edge runner Wish fait par Ubisoft avec beaucoup de refs à leur licence. C'est un résumé un peu grossier, mais j'avoue ne pas l'avoir regardé car les retours que j'ai pu voir et les extraits ne m'ont pas franchement inspiré. Peut-être que je le ferai parce que parmi les personnages de la série, il y a Rayman. Dedans, il fait office de présentateur télé et est l'image de propagande de l'espèce de méga corpo au pouvoir. Mais ce qui est intéressant, et c'est sûrement un des seuls trucs à retenir de la série, c'est l'allégorie de son histoire retranscrite à travers de son évolution. Pour ne pas trop rentrer dans les détails, Rayman se fait virer de son travail et sombre dans la coke et l'alcool, le tout en mangeant des sushis sur le cul d'une vache furie. C'est pas une blague, l'image est devenue assez connue et reste assez bizarre à regarder. Et le remplacement de Rayman et simplement sa réaction à cet événement, elle colle assez bien avec la situation actuelle
de Rayman, avec le fait que les lapins crétins aient complètement pris sa place et que Ubisoft l'ait complètement négligé, complètement oublié. Et son évolution continue, mais j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails car encore une fois j'ai pas vu la série et beaucoup d'anglophones se sont penchés sur le sujet de manière plus approfondie et pertinente, donc je vous invite à aller les regarder si vous êtes curieux. Mais aujourd'hui, malgré cette résurgence il y a un an, Rayman est dans un état tout aussi bizarre qu'auparavant, à savoir qu'aucun jeu n'a été annoncé pour la licence, et moi ça me fait de la peine, notamment pour le papa de Rayman, Michel Ancel. Car c'est l'un des rares types qui semble en avoir eu quelque chose à foutre de développer un bon jeu vidéo chez Ubisoft. Du moins, c'est ce que les interviews de l'époque me laissent croire, où il a l'air vraiment hypé de présenter son nouveau bébé Rayman 4, de parler de fonctionnalités, ou encore de tourner un teaser où il dit ne pas pouvoir être à l'E3 avant d'être attaqué par des lapins. J'ai fait quelques recherches et il est derrière Rayman 1, 2, Origins et Legends et s'est retiré du monde du jeu vidéo aujourd'hui. Mais il a exprimé à de multiples reprises son envie de développer un quatrième opus pour Rayman. Et imaginez aujourd'hui, Rayman 4 sort, presque 20 ans après son annonce, pour pouvoir achever la rivalité si particulière opposant Rayman au lapin crétin. Et il se peut que ce rêve ne soit pas si fantaisiste que ça. Vous vous souvenez quand je parlais d'un leak qui a eu lieu en fin décembre 2022 ? Eh bien, il est temps de revenir dessus car je ne vous ai pas tout dit. Le leak il a été assez spécial car on n'a pas la moindre idée de qui est derrière ce dernier et ni de comment il a eu lieu. Mais les faits sont là. On a accès au prototype de Rayman 4, ce qui est très intéressant ne serait-ce que pour pouvoir regarder de plus près l'avancement du développement et les différentes fonctionnalités qui auraient pu être utilisées pour le résultat final. Mais là où beaucoup étaient heureux de pouvoir étudier les restes du jeu, il y a quelques fans qui ont vu le prototype avec un tout autre regard et une idée derrière la tête qui consiste en un bon gros Fine, then I'll do it myself. Et ainsi, le 16 décembre 2023, soit un an après le leak, un trailer pour une fangame Rayman du nom de Rayman Raving Rabbids Reborrowed sortira, montrant un projet qui vise à donner vie à Rayman 4. Et quand on considère que tout est fan-made et qu'il ne s'est écoulé qu'un an depuis les leaks, le résultat est déjà très impressionnant à voir et vend du rêve. J'ai vraiment été très agréablement surpris en voyant le projet. Les types derrière cette fangame ont différents comptes et notamment un serveur Discord où ils postent leurs avancées si vous voulez suivre l'évolution du projet. Et il y a eu une vidéo il n'y a pas si longtemps qui se penche dessus. Le gars derrière la vidéo ayant pu interagir avec l'équipe de développement, donc si vous êtes curieux, je vous invite à aller voir parce que je ne vais pas plus me pencher sur le sujet. Mais je n'ai toujours pas véritablement répondu à la question de pourquoi est-ce que j'ai parlé de ce jeu. Oui, il a beaucoup de particularités uniques. Oui, il a eu une histoire intéressante. Mais la raison pour laquelle moi il me fascine et pourquoi j'ai voulu lui donner un peu de lumière, pourquoi j'ai voulu le dépoussiérer, c'est que c'est un jeu relativement obscur. Il n'y a pas tant de personnes sur YouTube qui en parlent. Il n'y a pas tant de monde de manière générale sur Internet qui en parle. Et les gens ont l'air d'en avoir rien à faire et de l'oublier. Et moi personnellement, les jeux obscurs comme ça a le don de me fasciner. Il y a un certain sentiment que je ressens en général lorsque je découvre un jeu que je considère comme bon ou juste intéressant, qui pourtant a une visibilité extrêmement moindre. Et j'aimerais bien pouvoir les présenter au monde. Même si seules les personnes déjà intéressées par le sujet s'y pencheraient volontiers à nouveau, ou simplement des personnes qui n'ont rien de mieux à faire. Je pense que ces jeux méritent qu'on parle d'eux. Et si un jour vous vous retrouvez à nouveau à n'avoir rien de mieux à faire, ou que vous êtes tout simplement curieux, vous savez où me trouver, n'est-ce pas ? Sur ce, au revoir.